Bonjour et bienvenue sur ce plateau TV Énergie renouvelable et territoire du Salon Bipositif 2019. Je me présente, je suis Thomas Blosville, journaliste spécialisé sur la transition énergétique. Sur ce plateau TV, on décrypte une douzaine de sujets tendances de la transition énergétique en 2019, dont la chaleur renouvelable pour ce qui nous intéresse maintenant. Sous l'intitulé, voilà, la chaleur renouvelable est-elle vraiment soutenue en France? Est-elle suffisamment soutenue? Quelle évolution, notamment pour le dispositif du fonds chaleur, qui est un peu le dispositif phare de cette filière? J'ai le plaisir, pour en discuter, de recevoir Michel Quéré-Raimonet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur national du fonds chaleur à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et je suis avec moi Nicolas Garnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'association Amorce, donc qui réunit les acteurs des territoires autour des enjeux d'énergie et de déchets, et notamment des réseaux de chaleur. Et d'eau désormais. Et d'eau désormais. Donc des acteurs des territoires. Donc là, on va parler d'énergie et de réseaux de chaleur en particulier. C'est un sujet qui revient régulièrement, dont on a plaisir de parler aussi, la chaleur renouvelable. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par faire un bilan? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la chaleur renouvelable, et notamment du dispositif du fonds chaleur, qui est souvent mis en avant pour son efficacité ou pour son utilité? Qu'est-ce qu'il a permis de développer en France? Alors, le fonds chaleur fête ses 10 ans cette année, donc c'est un événement quand même. Donc il a permis de financer environ 5000 installations, 4800 exactement, installations de production de chaleur renouvelable. Donc la chaleur renouvelable, ça est produit à partir de la biomasse, du solaire, de la géothermie, du biogaz. Et également, le fonds chaleur permet de financer les réseaux de chaleur, donc ils permettent de convoyer cette chaleur d'un point de production à la consommation dans les bâtiments. Donc il a été consacré, le fonds chaleur sur ces 10 années a permis de réaliser 7 milliards de travaux donc, pour ces installations. 7 milliards, quelle unité? En euros. En euros. 7 milliards d'euros. Et donc le fonds chaleur a apporté 2 milliards d'aides, donc environ une moyenne de taux d'aide d'environ 30% sur l'ensemble des projets, sachant que des projets sont plus aidés que d'autres selon la taille, selon les circonstances locales. Donc ce fonds chaleur a permis de produire 2 400 000 tonnes équivalent pétrole d'énergie renouvelable. Alors ça parle peut-être pas, mais ça permet, c'est l'équivalent du chauffage de 2 500 000 logements par an. Donc qui sont chauffés grâce aux énergies renouvelables, donc depuis le fonds chaleur de 2009. En 10 ans. Donc il a permis de faire beaucoup de choses. Pour autant, est-ce qu'on est en phase avec les objectifs de la France? Nicolas Garnier, est-ce que vous avez un avis sur la trajectoire qu'on s'est fixée comme objectif? C'est sûr que si on fait le bilan du fonds chaleur par lui-même, c'est un bilan très positif. Ce qui a été fait grâce au fonds chaleur est assez extraordinaire, avec les chiffres qu'a cités Michel Quéré-Raimonet. Maintenant, si on prend un peu de recul, la réalité, c'est que ce fonds chaleur, aujourd'hui, il n'arrive pas à faire respecter les objectifs de la France en matière de développement des énergies renouvelables. Je rappelle que la loi TECV, qui globalement est en train d'être prise dans la programmation pluriannuelle des investissements, prévoit que la France doit produire chaque année à peu près autant d'électricité renouvelable que de chaleur renouvelable. Bon, il se trouve qu'on est dans un pays très électrophile, donc tout le monde a l'impression que quand on parle d'énergie renouvelable, on parle que d'électricité. N'empêche que la réalité, c'est que probablement on doit faire plus de chaleur renouvelable en France, de l'ordre de, on va dire, 900 kilotep an, à peu près, de chaleur renouvelable au sens très large du terme, alors qu'on doit en faire plutôt 600-700 en matière d'électricité. Et que, comme l'a dit Michel, aujourd'hui, la chaleur renouvelable flirte avec les 250 kilotep pour sa partie industrielle et collectivité locale. En réalité, désolé, je fais un peu de calcul là, mais aujourd'hui, la France produit environ 500 kilotep de chaleur renouvelable, la moitié sous forme collective et industrielle, donc c'est des réseaux de chaleur, c'est de la chaleur industrielle pour approvisionner des process industriels, et l'autre moitié sous forme de chaleur renouvelable individuelle, un poêle à bois, une pompe à chaleur, on va dire une chaufferie de bas d'immeuble, etc. La France, si elle voulait respecter sa trajectoire, devrait en faire 900. Elle en fait 500. Donc on est à peu près à la moitié du rythme. Et on sait que la partie individuelle, aujourd'hui, est plus à la baisse parce qu'on fait de moins en moins de bois individuel. Donc l'enjeu, c'est la chaleur renouvelable industrielle et collective, où là, le facteur devrait être 2 fois supérieur, 3 fois supérieur. Donc le fonds chaleur fonctionne bien, mais on n'est pas du tout à l'échelle pour respecter nos engagements et l'objectif de la loi de transition en matière d'énergie renouvelable. Pour autant, pour la première fois, je crois peut-être cette année en 2019, on a une forme de visibilité un peu qui est mise en place sur plusieurs années sur le budget du fonds chaleur.
Est-ce que ça, c'est de nature à vous rassurer ? Alors on va dire, c'est plutôt positif puisque la trajectoire, nous ça fait plusieurs années qu'on dit qu'il faut au moins doubler ou tripler le fonds chaleur. On nous annonce effectivement un quasi-doublement. En fait, on a une courbe en Gauss dans la PPE qui dit qu'un jour, le fonds chaleur ira à peu près à 370 millions d'euros, contre 250 aujourd'hui. Donc on va dire, le fonds chaleur augmente. Mais si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit avant, il n'augmente pas du tout dans les proportions dont on a besoin pour respecter la cohérence de ce qu'on a dit précédemment. Donc avec 350 millions de TEP, désolé, j'annonce la fin du film, nous ne ferons pas les 38% de chaleur renouvelable en France. C'est impossible, impossible. Alors à défaut pour l'instant d'explorer totalement cette question qui prête à débat sur le montant du fonds chaleur, est-ce que vous pouvez, Michel Quéré-Raimonet, nous dire ce qui change en 2019 ? Alors il y a la question du budget du fonds chaleur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Donc la première bonne nouvelle, c'est effectivement celle-ci. Donc c'est que le budget du fonds chaleur augmente de 50% quand même par rapport à 2018. Donc ça c'est quand même extrêmement important puisqu'effectivement, comme le rappelait Nicolas Garnier, ça fait plusieurs années que les professionnels, l'ADEME aussi, demandaient l'augmentation du fonds chaleur parce que pour la petite histoire, quand il a été créé en 2009, il était prévu une courbe d'augmentation qui va atteindre 800 millions d'euros environ en 2018. Donc vous voyez, et puis donc cette année, avec les 50%, nous serons à 310 millions, ce qui est déjà une bonne progression. Voilà. Donc, ce qui va changer, c'est on va amplifier bien évidemment le mouvement. Ce qu'il faut surtout, c'est un travail de fond avec les collectivités. Il faut voir que les collectivités ont récupéré de la compétence depuis 2 ou 3 ans avec les lois NOTRe, les lois MATPAM, ont récupéré la compétence énergie-déchets, si bien qu'aujourd'hui, elles peuvent influer sur les choix énergétiques des réseaux d'électricité, des réseaux de gaz et des réseaux de chaleur, et également sur les usines de traitement de déchets qui produisent aussi de la chaleur. Donc tout ça fait qu'on va quand même globalement dans le bon sens. On va globalement dans le bon sens, Nicolas Garnier. On parle souvent de la question du budget. Alors on a compris que ça ne permettrait pas d'être suffisant pour atteindre les objectifs, mais est-ce que ça donne déjà de la visibilité pour déjà faire plus de chaleur renouvelable ? Alors, désolé, je vais commencer par rajouter un élément au propos précédent. J'ai une deuxième réserve quand même par rapport à cette somme supplémentaire qui arrive à l'ADEME. C'est qu'en fait, elle n'arrive pas à l'ADEME. Une grande partie de cette somme vient d'un autre budget de l'ADEME qui est le financement des services publics d'efficacité énergétique et en particulier les plateformes de la rénovation qui vont être moins aidées. Donc c'est difficile pour nous d'applaudir, ne serait-ce que sur cette hausse, parce qu'en fait, cette hausse correspond en réalité à une baisse d'un autre pilier de la transition énergétique qui est la rénovation. Fin de la parenthèse. Sur votre question à proprement parler, il faut en revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, et je vais le dire de manière très brutale, il y a sur le territoire français des gens qui frappent aux portes et qui battent la campagne pour récupérer des terrains et faire du photovoltaïque ou de l'éolien. Et que dans le même temps, il n'y a pas de développeurs de réseaux de chaleur à proprement parler. Ça montre bien que l'attractivité financière du modèle n'est pas le même. Et aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est pas tant on veut une somme qui augmente en macro. On dit il faut que l'attractivité du modèle, donc du financement et j'allais dire de la compétitivité de l'énergie, soit au rendez-vous. Or, aujourd'hui, on a une énergie fossile concurrente qui est plutôt à faible coût, même si ça a bien remonté, elle reste quand même à faible coût. On a une trajectoire carbone, on y reviendra tout à l'heure, qui ne va pas bouger, qui ne bouge pas en tout cas dans les prochains mois si on écoute le gouvernement. Et on a un niveau d'aide qui, lui non plus, n'a pas énormément bougé. Il y a 2-3 avancées dont on parlera, c'est-à-dire on raye définitivement cette ultra mauvaise idée qui était l'avance remboursable. Ça, c'est fini, on n'en parle plus. Mais pour autant, le niveau d'aide est encore rapporté au kilowattheure ou à la tonne de carbone évité, bien inférieur à ce que l'on donne à l'électricité renouvelable. Donc effectivement, on comprend mieux pourquoi aujourd'hui, il y a plutôt un décollage très fort sur l'éolien depuis une dizaine d'années, sur le solaire depuis quelques années, et puis le décollage sur la chaleur renouvelable, il n'est pas au rendez-vous parce que le niveau de financement, il est insuffisant. Et c'est marrant parce qu'il est souvent présenté, ce fonds chaleur, comme très optimisé, puisque avec des financements faibles, on arrive à faire des réseaux de chaleur. Bah oui, mais si avec un financement faible, on fait quelque chose qui ne correspond pas à l'ambition, oui, on peut dire qu'il est optimisé. Nous, la réponse est mettons le financement à sa juste place, au même niveau qu'on le donne sur l'électricité renouvelable, et vous verrez qu'on fera beaucoup plus de réseaux de chaleur en force, parce qu'il y aura cette attractivité, à la fois pour le monteur de projet en termes de TRI, mais surtout pour l'usager, qui lui doit avoir une économie, et je ne vous fais pas les gilets jaunes, mais aujourd'hui, les Français ont envie de voir des énergies renouvelables qui sont compétitives, où ils font ce choix-là, pas par militantisme, mais parce que ça a du sens, y compris pour le portefeuille. Donc il ne faut pas débattre uniquement du volume global
de l'enveloppe générale du fonds chaleur, mais aussi les modalités plus précises, notamment projet par projet aussi, j'imagine, de calcul. Est-ce que vous pouvez nous préciser justement ce qui a évolué, Alors c'est fini avec les avances remboursables, qui était quelque chose qui était détesté par la filière. Voilà, qu'est-ce qui change aussi? L'obligation des avances remboursables est terminée. C'est-à-dire qu'il pourra encore y avoir des projets avec des avances remboursables parce qu'elle peut avoir sa pertinence dans certains projets industriels, par exemple, mais la notion d'obligation d'avances remboursables à partir d'un certain niveau d'aide, ça c'est abandonné pour 2019. Voilà. Ce qui change aussi, c'est l'arrivée des forfaits. On fait des aides forfaitaires à l'ADEME, et je viens de faire le bilan, par exemple, de 2018. 72% des projets aidés par le Fonds Chaleur se font sur une aide forfaitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le site internet de l'ADEME, le bénéficiaire, une collectivité, une entreprise qui va avoir recours au Fonds Chaleur peut quasiment calculer son aide en ligne, donc peut connaître le montant de son aide de son projet. Il restera sur les autres parties, donc les 30% de projets, des analyses économiques, puisque là, on étudie au cas par cas les projets pour optimiser les aides, effectivement, pour ne pas ni créer d'effet d'aubaine, mais d'avoir une aide suffisamment élevée qui permette effectivement de répondre au fait de la rentabilité du projet, mais aussi que la chaleur produite par l'installation soit compétitive par rapport aux autres énergies et que l'usager final, qui est soit le locataire d'un bailleur social ou d'une copropriété, ait bien une chaleur à un prix inférieur à ce qu'il pourrait trouver ailleurs. On dit souvent qu'il y a 60 ou 70% des projets qui sont forfaitaires, mais ils ne pèsent pas 70% des kilotep. Non, du tout. Donc il faut bien avoir conscience que le gros des kilotep ou des térawattheures se joue sur des gros projets, et sur ces gros projets, c'est du cas par cas. Et c'est très bien, d'ailleurs, c'est ce qu'on a toujours reconnu à l'ADEME, c'est sa capacité à trouver le bon dimensionnement. Cela dit, en termes d'attractivité aujourd'hui, il est difficile de dire à un élu local ou un porteur de projet, faites un réseau de chaleur, ça va être hyper compétitif et ça va être très rentable. C'est plutôt, ça va jouer finaux entre votre niveau de consommation, le niveau d'aide que vous avez, les niveaux d'investissement. Donc c'est là où peut-être qu'on a été, je dis on a été presque trop honnête. C'est-à-dire à force de dire on veut que l'euro soit bien dépensé, ce que l'ADEME a bien fait, on a donné des niveaux d'aide optimisés qui faisaient que si vous perdez 3 clients sur un réseau de chaleur, vous repassez le seuil de compétitivité. Et là, j'insiste beaucoup là-dessus. Aujourd'hui, l'autre difficulté qu'on a, c'est que contrairement à l'électricité renouvelable, où il y a, j'allais dire, une garantie de vente sur le marché de l'électricité et une garantie du complément de rémunération, dans la chaleur, on joue dans le vrai monde, dans la vraie vie, avec des concurrents qui sont capables de faire du dumping, les gaziers, les pétroliers, etc., ou de faire des offres commerciales de qualité. Et donc, il y a une précarité de la recette qui n'est pas très encourageante. Donc effectivement, on a besoin d'avoir des TRI suffisamment attractifs, on a besoin d'avoir une marge de manœuvre en termes de compétitivité sur l'usager suffisante pour dire, entre le projet initial sur le papier, qui est beau comme tout, et ce qui va se passer dans la vraie vie, ou peut-être qu'il y en a certains qui ne vont pas se raccorder, certains vont se raccorder, si on n'a pas cette marge-là, on crée une sorte de situation de stress, d'incertitude qui font que les élus disent, dans cette période de contraintes, c'est difficile. C'est pour ça que je pense qu'on a encore des choses à améliorer dans le dispositif aide de l'ADEME, surtout que maintenant ils vont avoir un peu plus de moyens, pour relaxer, pour redonner confiance aux monteurs de projets sur ces projets de réseau de chaleur. Alors Michel Quéré, oui. Comment à l'ADEME vous adressez cette question de la rentabilité, de la compétitivité des projets? Je crois que la compétitivité, alors on peut encore travailler sur des pourcents, ça ne posera pas de problème. Je pense qu'elle est quand même déjà là, puisqu'en fait l'analyse, l'enquête qui est réalisée d'ailleurs conjointement entre le syndicat national du chauffage urbain et Amorce tous les ans, prouve que les réseaux avec de la chaleur renouvelable sont, en termes de coût de la chaleur, les plus efficients. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Cela dit, moi je pense qu'effectivement, alors c'est plus complexe la chaleur que l'électricité. À l'électricité, il y avait un opérateur historique qui achetait toute l'électricité. Sur la chaleur, c'est quand même beaucoup plus complexe. Et du coup, le rôle des collectivités, j'y reviens, est majeur. Aujourd'hui, une collectivité, si elle le souhaite, elle peut classer son réseau de chaleur, c'est-à-dire qu'elle peut dire c'est obligatoire de se raccorder sur mon réseau de chaleur. Et donc, les autres opérateurs énergétiques ne viennent plus démarcher les clients qui sont sur le réseau de chaleur parce que ce réseau de chaleur est protégé, parce que c'est la collectivité qui l'a financé, qu'on a mutualisé les investissements pour que les citoyens aient la chaleur au coût le plus faible. Donc là, mais c'est vrai que c'est un changement de paradigme pour les collectivités. Jusqu'à maintenant, depuis 1946, les lois de nationalisation, EDF, GDF et tout ça, les collectivités n'avaient pas d'intérêt
déjà pour l'énergie en général, mais encore moins pour la chaleur en particulier, parce que elle pensait que les opérateurs énergétiques allaient faire le travail, ce qu'ils ont fait d'ailleurs très bien pendant un certain temps, mais maintenant ça a changé. Et aujourd'hui, c'est aux collectivités de vraiment reprendre la main, puis dire sur leur territoire, pour les 20 ans qui viennent, eh ben, sur ce territoire-là, on va développer, on va utiliser la chaleur produite par l'usine d'incinération, et c'est celle-là qui va être prioritaire sur ce quartier-là. Donc on ne va pas investir dans un autre réseau de chaleur, dans un autre réseau électrique ou dans un autre réseau gaz ou autre, puisqu'on a déjà la ressource qui est là. Donc on fait vraiment de la mutualisation des gros investissements, parce que là, ça joue sur des millions d'euros d'investissement. On précisera dans un instant ce que peuvent faire les collectivités. Juste pour terminer sur ce sujet un peu de compétitivité, ça a été évoqué, la question du prix du carbone. Parce que au final, même si le budget du fonds chaleur augmente, il a quand même été calculé en fonction d'hypothèses de trajectoire carbone qui ont été remises en cause très récemment, en fin d'année dernière. Est-ce que vous avez déjà une idée à l'ADEME de ce que ça peut avoir comme impact justement sur les projets et sur la visibilité qu'on a évoquée? Je pense que l'impact, on va sans doute le ressentir, mais plutôt, je dirais, sur le secteur des entreprises. Les secteurs des entreprises, effectivement, le paramètre numéro 1, c'est la rentabilité, la concurrence, donc c'est clair. Sur les collectivités, il y a quand même déjà une progressivité de la taxe carbone qui avait été mise en place. Là, c'est son augmentation qui est remise en cause. On verra quelles seront les décisions qui seront prises à l'issue du débat. Mais déjà, une collectivité, justement, elle ne va pas avoir ce seul critère-là. Ça va être un des paramètres, mais elle va aussi voir le développement local. Elle va voir aussi qu'on va valoriser une énergie locale qui va créer de l'emploi, non délocalisable. Donc, c'est tous ces paramètres-là qu'une collectivité peut intégrer, alors qu'effectivement, un acteur industriel, lui, il va être beaucoup plus réactif par rapport à un prix de l'énergie. Alors, Nicolas Garnier, on vient d'évoquer le rôle des collectivités. Au-delà des enjeux assez techniques du mécanisme du fonds chaleur, les collectivités locales, aujourd'hui, est-ce qu'elles sont toutes informés, au courant de l'intérêt de la chaleur renouvelable et du fonds chaleur? Est-ce qu'il y a du travail à faire là-dessus en termes de sensibilisation? On a beaucoup progressé, mais il faut reconnaître qu'on sait aujourd'hui que plusieurs centaines de collectivités comprises entre 20 et 50 000 habitants n'ont pas de réseau de chaleur. On sait aussi que de très nombreux quartiers, de grandes collectivités locales qui ont des réseaux de chaleur ne sont pas équipés d'un réseau de chaleur. C'est pas parce qu'il y a 2 réseaux de chaleur à Dijon qu'on ne pourrait pas en faire un 3e. C'est pas parce qu'il y a 3 réseaux de chaleur à Lyon qu'on ne peut pas en faire un 4e. Il faut quand même savoir qu'un réseau de chaleur, ça fonctionne bien là où il y a de la densité de consommation. Donc on a un vrai travail à faire de mobilisation. Et là, si je veux prendre un peu de hauteur, le vrai sujet, c'est qu'on est encore dans une phase intermédiaire entre l'ancien monde dont parlait Michel, dans lequel, globalement, on disait aux collectivités, l'énergie n'est pas votre cœur de métier. Vous faites des routes, des écoles, etc. Ce n'est pas votre cœur de métier. Et une partie des collectivités qui disent, mais si, c'est le cœur même du fonctionnement d'une ville que de savoir gérer son énergie. Et là, désolé, j'en profite, mais Gilets jaunes, c'est une faillite collective. C'est une faillite collective, c'est-à-dire des gens qui surconsomment, vous et moi, à qui on dit on vous taxe parce que vous surconsommez, et en qui on dit cette taxe ne servira pas à la transition énergétique. Je ne suis pas gilet jaune, hein, mais il faut quand même reconnaître que présenter comme ça ne va pas. Et ça nous fait d'ailleurs le lien avec notre histoire de fonds chaleur. Si quelque part on dit tous les deux, même si je le dis de manière plus forte que Michel, que le fonds chaleur n'est peut-être pas à sa juste quantité, c'est parce qu'on n'a pas osé mettre toute la fiscalité carbone ou une grande partie de la fiscalité carbone sur son objet lui-même qui était la transition énergétique. On a levé 8 milliards d'euros et on n'a pas su dire ces 8 milliards vont servir à la TE. Au passage, pour répondre à votre question, nous, ça fait, vous savez sans doute, ça fait plusieurs années qu'on dit, on rappelle, une consommation d'énergie fossile se fait sur un territoire, l'émission de gaz à effet de serre se fait sur un territoire, on demande aux territoires de faire des plans climat pour réduire leur gaz à effet de serre. Ça serait assez logique qu'une partie de la fiscalité carbone revienne au territoire parce que c'est là que ça se consomme, parce que c'est là que ça s'émet et parce que c'est là qu'on va pouvoir faire l'action qui. Donc je tiens à vous dire que depuis quelques jours, là, il y a un flottement. Il y a un petit flottement positif du type, ça serait peut-être bien qu'on réfléchisse à ce que cette fiscalité carbone, je vais utiliser un terme ruisselle, un terme très à la mode paraît-il, ruisselle dans les territoires. Donc peut-être que cette crise va faire émerger quelque chose d'un peu plus intelligent. Le problème, c'est est-ce qu'on va oser relancer une trajectoire carbone? Peut-être que la première phase, c'est d'oser dire qu'une partie de la fiscalité carbone actuelle, des 8 milliards, soit déjà affectée au fonds chaleur, à la rénovation énergétique, au service d'efficacité énergétique, avant de dire on la réaugmente, parce que ça aura du mal à passer. Donc tout l'enjeu du mois qui arrive, c'est d'arriver à convaincre le gouvernement que le premier acte de sincérité de la deuxième phase, c'est oui, maintenant, une partie de la fiscalité carbone
va servir beaucoup plus la transition énergétique et en particulier la chaleur renouvelable, mais aussi la rénovation et les énergies renouvelables de manière générale. On verra si le gouvernement nous entend. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des choses qui sont prévues, alors soit à l'ADEME, soit chez Amorce, pour justement sensibiliser et que les collectivités, les élus soient réceptifs et profitent aussi, dans le meilleur des cas, de cet argent qui serait fléché? Alors, le travail avec les collectivités, il faut savoir aussi, c'est un travail de très très longue haleine. Parce que, pour vous rappeler un chiffre, les dernières élections municipales de 2014, il y a 40% du personnel politique qui a changé. Et là, on nous annonce pour 2020 encore pire, parce qu'il y a beaucoup de maires qui n'ont pas envie de se représenter, visiblement. Donc ça veut dire que ce travail, il va falloir le recommencer, c'est un éternel recommencement, et pour faire changer culturellement les gens. Donc on voit bien que c'est quand même plus compliqué que de monter un parc éolien, si vous voulez, avec un opérateur privé, pour faire le parallèle. Hein. Donc voilà, donc ce travail de fond, il a à faire. On l'a déjà enclenché. Amorce le fait de son côté, parallèlement aussi avec l'ADEME et avec aussi d'autres partenaires. Et je pense que là, on va renforcer, d'ailleurs on prévoit ça, de renforcer ce travail-là, y compris avec les relais de terrain, puisque l'ADEME aussi dispose d'un certain nombre de relais de terrain, d'animateurs et tout ça, que l'on va former justement à ce nouveau paradigme énergétique. Avant, on avait par exemple des animateurs qui étaient spécialisés bois-énergie. Ok, c'est très bien. Aujourd'hui, parce qu'il fallait faire la démonstration que les chaufferies bois, ça marchait. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire la démonstration. Il y en a 5000 qui marchent en France, ça fonctionne. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment voir d'une façon beaucoup dézoomée, je dirais, et voir à l'échelle d'un territoire ce qu'on peut faire en termes de chaleur renouvelable. Alors Nicolas Garnier, peut-être en guise de conclusion, s'il y avait un message à faire passer à ces élus pour attirer leur attention, qu'est-ce que ça serait ? On est au moment du changement de culture, c'est-à-dire pendant très longtemps on a un peu subi la question énergétique dans les collectivités locales. On s'est rendu compte que ça représentait des sommes importantes pour les budgets des collectivités locales, que ça commençait à crisper du côté des usagers. Et aujourd'hui, la chaleur renouvelable, c'est probablement la réponse la plus immédiate et la plus efficace. J'ai peut-être un peu tort de dire ça par rapport à la maîtrise de l'énergie, mais c'est dans les plans climat, pour en venir à des choses simples. La première chose que font les collectivités locales quand elles font un plan climat, elles disent immédiatement on va faire un réseau de chaleur. Le problème, c'est qu'effectivement, on a besoin d'acculturer, on a besoin de penser chaleur. Les gens pensent trop électricité, il faut penser aux besoins. Le besoin, c'est de la chaleur. Effectivement, les collectivités le font. Nous, c'est notre quotidien. Hein. On passe nos journées sur les routes à convaincre des élus, à leur donner des outils avec l'ADEME et avec d'autres. On a fait la première semaine de la chaleur renouvelable avec l'ADEME. C'est la première fois qu'à l'échelle nationale, on disait vous avez pensé à la chaleur ? Enfin, si un jour on revient ici et finalement on passe plus de temps sur la chaleur renouvelable que sur l'électricité renouvelable, on aura peut-être répondu à cette mission. C'est un changement de culture. Il y a encore plein de gens qui ne pensent pas chaleur renouvelable. Il faut effectivement que ce changement de culture ait lieu. D'ailleurs, petit élément intéressant, la future réglementation thermique, qui est liée à une directive européenne, va imposer dans les bâtiments neufs une part de chaleur renouvelable. En soi, ça sera probablement techniquement pas grand-chose. En termes de culture, ça sera majeur. Ça veut dire qu'on ne saura pas construire, on ne pourra pas construire un bâtiment si on n'a pas pensé à une source de chaleur renouvelable. Et peut-être que dans quelques années, finalement, le réflexe chaleur renouvelable arrivera avant un certain nombre d'autres réflexes qui sont tout aussi vertueux, mais qui méritent de retrouver leur juste place. En tout cas, on espère que ce plateau TV va contribuer aussi à diffuser ce message-là. Il sera diffusé donc sur le site du salon Bipositive ainsi que sur le site du partenaire batijournal.tv avec l'ensemble des vidéos qu'on a filmées sur ce plateau TV sur le thème donc, énergie renouvelable et territoire. Il me reste juste à vous remercier, Nicolas Garnier et Michel Quéré-Raimonet, pour ce décryptage du sujet de la chaleur renouvelable. Merci beaucoup.